Je travaillais comme agent de sécurité dans un petit entrepôt de ma ville. C'était un travail de nuit, ce qui n'était pas l'idéal, mais il était bien mieux payé que d'autres emplois similaires. Bien que l'entrepôt en lui-même ne soit ni très grand ni impressionnant, la société qui le possédait vendait des articles technologiques coûteux. Il était donc nécessaire d'assurer la surveillance du bâtiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mon travail consistait simplement à surveiller les caméras, à faire des rondes et très rarement à remplir des rapports. Cette nuit-là, il pleuvait fortement avec quelques coups de tonnerre de temps en temps. Honnêtement, bien que l'ambiance soit un peu angoissante, c'était des nuits comme celle-là où je me sentais plus détendu, sachant que personne ne sortirait sous cette pluie. Je suis arrivé et j'ai discuté avec les employés du quart de fermeture avant qu'ils ne partent, me laissant l'entrepôt pour moi seul de 22h30 à 6h. Habituellement, le bâtiment était vraiment silencieux avec juste quelques craquements, mais avec la pluie qui martelait le toit, il était presque impossible d'entendre quoi que ce soit d'autre. Environ 2 heures après le début de mon service, j'ai fait une pause après avoir fixé les images des caméras et je me suis levé pour faire un tour dans le bâtiment pour une vérification de sécurité habituelle. Je suis allé tout au fond, là où se trouvait la majeure partie de la zone de stockage. Puis j'ai commencé à marcher vers l'autre extrémité, quand un léger bip a commencé à résonner dans le couloir. C'était une alerte venant de la salle de sécurité. J'ai marché rapidement pour aller vérifier, et j'ai vu qu'il s'agissait d'un capteur de verrouillage sur la porte arrière, ce qui signifiait que quelqu'un avait essayé de l'ouvrir. J'ai ouvert le flux en direct de la caméra qui surveillait cette porte, mais il n'y avait personne à l'extérieur. Après 1 minute, je suis allé moi-même à la porte arrière pour vérifier, pensant peut-être que le capteur était défectueux ou que la pluie avait perturbé quelque chose. J'ai désactivé l'alarme et ouvert la porte, puis jeté un coup d'œil, ne voyant rien d'autre qu'une allée vide derrière l'entrepôt. Rien d'anormal. La porte elle-même semblait en bon état. Je n'étais pas expert en la matière, mais je l'avais testée plusieurs fois et elle n'avait jamais dysfonctionné. J'ai regardé autour de moi une dernière fois avant de la refermer et de la verrouiller. Malheureusement, même si je n'avais vu personne ou quoi que ce soit d'autre, je devais tout de même rédiger un rapport complet sur l'incident à cause de l'alarme qui était apparue dans le système. Je suis donc retourné au bureau de sécurité et j'ai commencé à remplir la paperasse. Après seulement quelques minutes, un bruit sourd a résonné dans tout le bâtiment. J'ai sursauté et regardé dans le couloir, incertain de l'endroit exact d'où venait le bruit ou de ce que c'était. J'ai quitté la pièce et me suis tenu dans le couloir, écoutant d'éventuels autres sons, mais je n'ai rien entendu à part la pluie frappant le toit. J'ai traversé prudemment le bâtiment, en regardant les étagères pour voir si des boîtes étaient retombées ou s'il y avait des dommages visibles. Mais au fur et à mesure que je me rapprochais de l'avant du bâtiment, le son de la pluie devenait de plus en plus fort. J'ai tourné au coin et me suis figé en regardant à travers l'entrepôt. La porte avant était grande ouverte, et sur le sol, je pouvais voir des reflets de flaques d'eau, probablement laissés par quelqu'un qui était entré dans le bâtiment. J'ai couru en arrière et me suis enfermé dans la salle, appuyant sur le bouton d'urgence pour contacter immédiatement la police. Pendant que j'attendais, j'ai entendu quelques bruits sourds à l'intérieur du bâtiment, puis tout est redevenu silencieux jusqu'à l'arrivée des policiers. J'ai attendu à l'avant et fait un rapport à l'un des officiers pendant que 2 autres fouillaient l'entrepôt. 1 minute plus tard, ils sont revenus avec un homme menotté. Ils ont dit qu'il se cachait derrière des boîtes dans la zone de stockage avec un marteau à la main. En passant devant moi, il m'a lancé un regard glacial qui m'a terrifié. Quelques jours plus tard, la police m'a informé que l'homme semblait être sous l'influence de plusieurs drogues et n'avait donné aucune raison à ses actes. On ne sait pas ce qu'il comptait faire, mais il se cachait avec un marteau après être entré par effraction. Et étant donné son état d'intoxication, il est impossible de dire ce qu'il aurait pu faire. Heureusement, il est toujours derrière les barreaux, et je ne travaille plus de nuit dans cet entrepôt inquiétant. Mais cette nuit continue de me hanter, surtout lors des nuits pluvieuses où je ne peux ni voir ni entendre ce qui se passe autour de moi. Je suis officier dans le commissariat de police locale. Les horaires dans notre département changent tout le temps, obligeant les gens à travailler entre 10 et 12 heures sur des plannings différents chaque semaine, parfois de nuit, suivis de matinée, puis à nouveau de nuit.
Ce jour-là, je travaillais de 22 heures à 10 heures du matin et j'étais au bureau lorsqu'un opérateur m'a signalé un appel concernant un groupe d'adolescents en train de pénétrer illégalement sur une propriété privée. Il s'agissait d'un hôpital à la périphérie de la ville, déserté depuis une dizaine d'années. Cet endroit était un lieu commun pour les groupes qui venaient traîner et se livrer à diverses activités illégales, et tout le commissariat en était conscient. La plupart d'entre nous y étaient déjà allés plusieurs fois. C'était ma 4e intervention là-bas, et j'étais sûr que ce serait une affaire rapide et typique. Entrer et soit escorter un groupe d'amis dehors, soit les regarder s'enfuir. J'étais fatigué, donc l'un ou l'autre me convenait. Honnêtement, je ne tenais pas particulièrement à les arrêter et à les inculper. Je voulais simplement qu'ils quittent les lieux. Lorsque je suis arrivé, j'ai rapidement remarqué une lampe de poche éclairant à travers les fenêtres du 2e étage. Ce qui était étrange, c'est qu'elle se déplaçait très vite à travers plusieurs fenêtres, comme si quelqu'un courait dans le couloir. Je suis sorti de mon véhicule, j'ai préparé ma lampe torche, puis je suis entré dans le bâtiment. La première chose que j'ai faite a été de demander à tout le monde de se montrer, comme d'habitude, mais bien sûr, personne ne l'a fait. J'ai écouté à l'entrée pour essayer de capter des bruits qui me donneraient une idée de l'endroit où chercher, mais il régnait un silence de mort, suffisamment pour me réveiller complètement et me mettre sur les nerfs, me forçant à garder ma main droite sur l'étui de mon arme. J'avais toujours une légère crainte que ce soit un piège destiné à attirer un officier et à tenter quelque chose. Mais je suis resté calme et j'ai traversé l'ancien couloir pour monter les escaliers. C'est en arrivant en haut qu'un bruit sourd a résonné dans le bâtiment, comme si quelqu'un avait frappé contre un mur, et cela venait clairement du 2e étage. Je suis entré dans le couloir et ai éclairé tout le long avec ma lampe torche, sans voir personne ni aucun signe de présence. J'ai appelé à nouveau, de manière très agressive, sachant que l'escalier où je me trouvais était le seul moyen de monter et de descendre du 2e étage. Je suis resté là, écoutant encore, mais je n'ai entendu que les grincements du bâtiment. J'ai avancé lentement dans le couloir, regardant à travers chaque porte et fouillant les pièces avec ma lampe torche. Mais il n'y avait rien de plus que de vieux lits d'hôpital et des graffitis. En arrivant à la dernière pièce, la porte était fermée. Alors j'ai appelé une dernière fois avant de l'ouvrir d'un coup. J'ai inspecté la pièce mais personne ne s'y trouvait. Cependant, il y avait des signes d'activité récente, des cigarettes par terre, avec encore de la fumée qui s'en échappait. C'était extrêmement inquiétant, sachant qu'ils n'avaient pas quitté le 2e étage par les escaliers, et que la seule autre option était qu'ils aient sauté par une fenêtre cassée. Avant même que je puisse vérifier, la porte derrière moi s'est claquée, suivie par un bruit de quelque chose frappant contre celle-ci et des bruits de pas s'éloignant dans le couloir. Heureusement, j'ai pu forcer la porte juste assez pour glisser à travers l'ouverture, voyant qu'un grand lit d'hôpital était appuyé contre elle. Le temps que je sorte, celui qui était là était déjà loin. Les renforts sont arrivés, et nous avons mené une enquête plus approfondie, vérifiant aussi avec la personne qui avait initialement appelé. Les 2 adolescents étaient mentionnés, mais ce qui était étrange, c'était qu'il n'y avait qu'un seul ensemble de pas que j'avais entendu et une seule lampe torche à la fenêtre. Les cigarettes qui brûlaient encore montraient qu'ils étaient partis précipitamment, probablement à cause de mon arrivée, mais alors, pourquoi l'un d'entre eux serait-il resté en arrière? Le matin, nous avons reçu un rapport d'une mère signalant la disparition de son fils adolescent, suivi peu après par un rapport identique d'une autre mère au sujet de son fils. Après des jours, des semaines, puis des mois de recherche, il était presque certain qu'il ne réapparaîtrait pas. Et maintenant, 6 ans plus tard, ils sont toujours portés disparus. Leur disparition est improbable, et c'est ce qui la rend si difficile à comprendre. On ne sait toujours pas si la personne qui était dans l'hôpital avec moi était l'un des 2 adolescents, mais la théorie la plus probable est qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. À moins de nouveaux éléments, il est peu probable que nous sachions jamais la vérité. C'était une nuit enneigée lorsque je suis arrivé sur le parking de ma station-service. Je faisais le quart de nuit, de 23h à 7h, et je travaillais là depuis plusieurs mois déjà. Je n'aimais vraiment pas ce travail, mais trouver un autre emploi était vraiment difficile. Et compte tenu de certains aspects de ma vie,
Les quarts de nuit s'adaptaient le mieux à mon emploi du temps personnel. Malgré tout, je venais chaque nuit épuisé et j'avais du mal à tenir durant mes quarts. Je me suis garé devant le bâtiment, à côté de la seule autre voiture sur le parking, celle de mon collègue. Je suis ensuite entré et l'ai relevé de son service. Il est parti quelques minutes plus tard et j'étais seul pour le reste de la nuit. Mon responsable avait laissé une feuille de tâches à accomplir sur le bureau, mais en la lisant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Mon estimation était que cela me prendrait au maximum 1 heure pour tout terminer, alors j'ai essayé de repousser ces tâches aussi longtemps que possible, afin de ne pas m'endormir plus tard dans la nuit quand je serais vraiment fatigué. Vers minuit, une voiture est entrée dans la station. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et vu un vieux SUV garé à l'une des pompes. Évidemment, avec la neige dehors, la plupart des gens ne conduisaient pas, mais avoir un client de temps en temps était normal. Je suis retourné à mon téléphone et j'ai regardé quelques vidéos sans prêter beaucoup d'attention à ce qui se passait, probablement pendant 10 minutes, avant de regarder à nouveau dehors et de voir que le SUV était toujours là, à la pompe. Les phares étaient éteints, les portes fermées, comme si quelqu'un était en train de faire le plein, mais cela faisait tellement longtemps que ça devenait étrange. Je me suis levé et approché de la fenêtre, regardant des 2 côtés du bâtiment, mais il n'y avait personne dehors. Si quelqu'un était resté dans la voiture pendant les 10 dernières minutes avec le moteur éteint, il devait forcément geler de froid. Il neigeait, il y avait du vent, et il faisait froid, donc je me suis un peu inquiété pour eux. J'ai prêté plus d'attention pendant les minutes suivantes, attendant de voir du mouvement à travers les fenêtres sombres ou que quelqu'un remonte dans la voiture, mais rien ne se passait. C'était comme si la voiture avait été abandonnée là, juste à côté de la pompe. Après un moment de réflexion, j'ai mis ma veste et suis sorti. Immédiatement, j'ai su que j'avais raison. Il faisait beaucoup trop froid pour que quelqu'un reste là, soit dans la voiture éteinte, soit dehors pendant plus de quelques minutes. Je me suis précipité vers la voiture et regardé autour de moi, puis ai approché mon visage de la vitre pour essayer de voir à l'intérieur. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Juste pour vérifier si tout va bien, ai-je appelé, mais d'après ce que je pouvais voir, il n'y avait personne à l'intérieur. Ce n'était pas facile à voir, donc quelqu'un aurait pu être là, mais j'étais assez sûr que non. Encore plus confus, je me suis reculé et j'ai regardé autour du parking vide de la station-service avant de retourner à l'intérieur. Je ne regardais plus la voiture à ce moment-là, mais le sol, et j'ai remarqué des empreintes de pas dans la neige allant vers le bâtiment, pas vraiment vers l'entrée principale, mais un peu sur le côté. Je me suis retourné et j'ai vu qu'elle semblait en venir de la voiture. Mais à ce stade, je gelais, et je ne voulais pas enquêter davantage sans me réchauffer un peu d'abord. À l'intérieur, j'ai allumé le petit radiateur à côté du comptoir et mis mes mains devant pour les réchauffer. Je n'étais à l'intérieur que depuis 30 secondes, peut-être 1 minute, quand un bruit sourd a résonné à travers le bâtiment venant de derrière moi. Je me suis retourné d'un coup sans rien voir, puis j'ai fait le tour du comptoir en direction de l'arrière. Sur le sol, il y avait des flaques d'eau sale, comme de la neige qui aurait fondu sur des bottes. Sentant un frisson me parcourir, j'ai avancé vers la réserve et tourné au coin vers l'endroit où se trouvait la salle de stockage. Debout dans l'obscurité, derrière une des étagères, j'ai pu distinguer la silhouette d'une personne. Elle était grande, avec de larges épaules, une grande barbe broussailleuse, et elle me regardait fixement. Mon cœur s'est arrêté un moment. Mais après le choc initial, ma réaction a été de retourner vers le comptoir. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais juste trop choqué pour réagir correctement. Après avoir fixé l'encadrement de la porte de la réserve pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai finalement pris le téléphone du magasin en silence et appelé la police en murmurant pour demander de l'aide. J'ai alors enduré les 10 minutes les plus angoissantes de ma vie en attendant. Pendant ce temps, je n'ai ni entendu ni vu quoi que ce soit venant de la salle de stockage, ce qui a bizarrement ajouté à ma peur. Pour une raison quelconque, l'homme n'est jamais sorti pour me confronter. Lorsque 2 policiers sont enfin arrivés et sont entrés, je leur ai discrètement dit où se trouvait l'homme. Ils ont fouillé la pièce pendant que je restais à l'avant, mais j'ai été stupéfait quand ils sont ressortis sans personne. L'homme avait disparu. Des empreintes mouillées entouraient la porte arrière, mais à l'extérieur, des traces fraîches dans la neige
s'éloignait tout droit de la station-service, en direction du champ complètement sombre et vide qui s'étendait sur des kilomètres. Évidemment, personne ne pouvait fouiller un tel endroit de nuit, mais même lorsqu'ils l'ont fait dans les jours qui ont suivi, ils n'ont rien trouvé. Le champ était immense. Il aurait pu aller n'importe où, mais il faisait si froid et venteux cette nuit-là que j'étais presque sûr qu'il trouverait un corps. Le SUV a été pris pour obtenir plus d'informations, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont trouvé aucun historique de propriétaire, ce qui nous a laissé avec juste ce que nous savions de cette nuit-là. Et nous en sommes toujours là, à nous demander qui était cet homme, ce qu'il faisait, et où il se trouve maintenant. J'ai décroché mon premier emploi cette année comme livreur pour Pizza Hut. J'ai 16 ans, donc ce n'était qu'un travail à temps partiel que je faisais après l'école, quelques jours par semaine. J'ai choisi Pizza Hut parce que ce n'est pas si occupé de nos jours, et je ne voulais pas avoir un travail qui me stresserait tout le temps. Les premiers mois sont passés sans rien d'intéressant. C'était un travail très ennuyeux et répétitif, qui rendait la plupart des jours oubliables. Mais ensuite, j'ai eu une expérience que je n'oublierai jamais. C'était un vendredi et nous avons reçu une commande juste avant la fermeture. L'adresse n'était pas très loin, mais elle se trouvait dans une partie de la ville où je n'allais presque jamais. Ce quartier était différent des autres, avec peu de maisons ou de magasins, ce qui ne me donnait aucune raison d'y aller. En conduisant, je vérifiais régulièrement le GPS, qui me faisait traverser tout le quartier en tournant dans presque chaque rue, jusqu'à ce qu'ils disent que j'étais arrivé. Mais quelque chose clochait. À ma gauche, il y avait une rangée de 6 ou 7 maisons, et à droite, un chemin menant à un parc. Le point d'arrivée sur le GPS apparaissait du côté droit, alors j'ai vérifié à nouveau en recherchant l'adresse sur Google, et c'était bien l'adresse du parc. Je me suis garé sur le bord de la route et j'ai pris la pizza, sortant de la voiture pour marcher vers le chemin. En y regardant de plus près, je pouvais voir que c'était simplement un sentier pédestre qui ne menait à aucune aire de jeu, là où je m'attendais à voir un groupe d'enfants ayant commandé une pizza. Mais à la place, il y avait un homme assis sur un banc, un peu plus loin, qui me faisait signe. J'ai commencé à marcher vers lui, encore un peu incertain de la situation. À mesure que je m'approchais, il s'est levé et a commencé à fouiller dans son portefeuille pour chercher de l'argent. Le fait qu'il soit seul sur un chemin piétonnier la nuit et qu'il ait, pour une raison quelconque, besoin d'une pizza livrée ici était pour le moins étrange. Donc j'étais méfiant en m'approchant pour le saluer. Nous avons commencé à échanger la pizza contre l'argent, mais pendant l'interaction, l'homme a commencé à se parler à lui-même, répétant les mêmes phrases comme « je vais bien » et « tout va bien se passer », ce qui m'a donné l'impression que je devais lui demander s'il allait bien. Il s'est arrêté de parler et m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai vu de la peur et du désespoir, quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu dans le regard de quelqu'un auparavant. Rien qu'à cause de son regard, une montée d'adrénaline m'a traversé, et je me suis retourné pour tomber face à un homme grand portant un masque en tissu sur le visage. Il m'a menacé avec un couteau et m'a crié de vider mes poches et de tout jeter par terre. J'ai rapidement obéi, mais ma peur a encore augmenté quand il a commencé à nous pousser, l'homme du banc et moi, en dehors du sentier et dans les bois, laissant tout sur le sol sans montrer aucun intérêt pour nos affaires. Nous avons marché pendant quelques minutes, pénétrant profondément dans les bois, suffisamment loin pour ne plus voir la lumière du chemin. Puis, soudainement, l'homme à côté de moi m'a poussé au sol et s'est mis à courir dans l'autre direction. Étonnamment, l'homme masqué m'a laissé tranquille et s'est lancé à sa poursuite. Je me suis rapidement relevé et j'ai couru de retour vers le chemin, sans rien voir ni entendre d'autre. La police est arrivée quelques minutes après mon appel, mais les 2 hommes étaient déjà partis, et d'après ce que je sais, ils le sont toujours. Je ne peux pas dire pourquoi l'autre victime m'a poussé au sol, mais c'était probablement dans le but de me laisser derrière pour qu'il puisse s'échapper. Je ne lui en veux pas, mais c'était une action mesquine qui me fait ressentir un peu moins de sympathie pour lui et ce qu'il a dû endurer par la suite. Ce que l'agresseur avait l'intention de faire reste inconnu, mais le fait qu'il n'ait montré aucun intérêt pour mon portefeuille ou mes affaires me fait penser que c'était quelque chose d'extrêmement horrible. Ironiquement, c'est l'égoïsme de l'autre victime qui m'a à la fois mis dans cette situation terrible et qui m'en a sauvé.
Je livrais la dernière pizza de la nuit. Il était bientôt dans la matinée, probablement vers 2 heures du matin. J'habite dans une petite ville et je travaille pour une pizzeria locale, l'un des rares endroits à proposer des livraisons. Étant donné que la plupart des habitations sont très éparpillées, je devais emprunter une route secondaire peu fréquentée qui traversait toute la ville sans feu ni intersection. La route était presque déserte, passant par la forêt qui entourait notre ville. Alors que je roulais, quelque chose dans ma voiture a commencé à sembler étrange. J'ai vérifié le niveau de carburant, il était à moitié plein, et aucun autre voyant n'était allumé sur mon tableau de bord. J'ai donc supposé que ce n'était rien et j'ai continué. Mais plus j'avançais, plus ma voiture avait du mal à rouler. Elle devenait instable, oscillant d'un côté à l'autre tandis que j'essayais de maintenir la vitesse, jusqu'à ce qu'elle arrête simplement d'accélérer. La voiture a continué à rouler quelques mètres, et j'ai lentement tourné le volant pour la garer sur le bas-côté, à moitié dans l'herbe. Un peu agacé, j'ai regardé à nouveau le tableau de bord en essayant de redémarrer la voiture, mais sans succès. J'ai frotté mes yeux, frustré, puis je suis calmement sorti pour vérifier l'extérieur de la voiture à la recherche de signes de dommages. Je n'ai rien vu, mais c'était une voiture vraiment vieille, et honnêtement, je ne savais même pas quoi chercher. Pendant que j'étais dehors, j'ai regardé la route, ne voyant rien d'autre que du brouillard et des arbres. Mais lorsque je me suis retourné pour regarder derrière moi, j'ai aperçu une silhouette au loin, debout dans le brouillard, de l'autre côté de la route. Je suis rapidement remonté dans ma voiture et j'ai appelé un de mes collègues, qui est aussi un ami, pour lui demander de venir me chercher. Il a accepté, bien qu'il ne puisse arriver que dans 30 minutes. Je l'ai remercié, puis j'ai appelé le client pour lui expliquer la situation et m'excuser du désagrément. Ils ont été compréhensifs, donc tout ce qu'il me restait à faire était de m'asseoir et d'attendre. Un instant après, je me suis rappelé la silhouette que j'avais vue. J'ai vérifié mes rétroviseurs, mais je ne voyais rien. Personne n'était sur le côté de la route ni près des arbres, bien que la nuit soit très sombre et brumeuse. Je me suis détendu à nouveau, et j'ai ouvert la boîte de pizza, prenant une part pour moi en attendant. Cependant, avec le temps, une sensation de malaise a commencé à s'installer. Être seul sur cette route déserte, avec une visibilité très limitée, commençait à me rendre nerveux. Je ne pouvais voir que quelques mètres dans la forêt avant que l'obscurité ne prenne le dessus, et le brouillard sur la route semblait devenir de plus en plus dense avec le temps. J'ai attendu pendant 30 minutes, gardant les yeux ouverts et vérifiant les rétroviseurs tout le long. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose. Des pas, de plus en plus distincts à mesure qu'ils se rapprochaient, venant de l'obscurité dans la forêt. J'ai fixé le brouillard vide, voyant un homme apparaître près d'un des arbres. Il s'est approché directement de ma voiture, frappant à la fenêtre et me souriant de façon amicale. « Désolé, je ne peux pas baisser la vitre », lui ai-je dit à travers la vitre, ne sachant pas vraiment quoi dire d'autre. L'homme n'a rien répondu mais a tenté d'ouvrir la porte avant de contourner la voiture par l'arrière. Je l'ai observé dans le rétroviseur alors qu'il se tenait près du coffre, semblant essayer de se cacher un instant tout en manipulant quelque chose dans ses mains. C'est à ce moment-là que des phares ont percé le brouillard, venant de la route. L'homme a regardé la voiture qui s'approchait et a commencé à ralentir pour se garer derrière moi, puis il a couru dans la forêt disparaissant dans le brouillard. Mon ami semblait avoir remarqué l'homme aussi, car il s'est approché de ma voiture avec beaucoup de prudence. Nous avons finalement laissé ma voiture sur place, et c'est pendant le trajet de retour avec mon ami qu'il m'a dit que l'homme tenait une arme avant de s'enfuir dans la forêt. Nous avons appelé la police et fait venir une dépanneuse pour récupérer la voiture qui, comme il s'est avéré, avait été cambriolée et pillée. Il s'est avéré que l'indicateur de carburant était bloqué au milieu et que le réservoir était en fait vide. Mais concernant l'homme, il n'y a rien eu de plus. Je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Il a évidemment volé la voiture, mais que m'aurait-il fait s'il avait essayé alors que j'étais encore dedans? Et pourquoi était-il là, sur cette route déserte, en pleine nuit? Tout ce que je peux dire, c'est que si mon ami n'était pas arrivé à ce moment-là, je suis presque sûr que je n'aurais jamais été revu. Être livreur n'a jamais été mon premier choix de boulot à la fin de la vingtaine, mais j'ai été licencié pendant la pandémie, et la seule entreprise qui recrutait était une pizzeria locale.
C'était un endroit populaire dans notre ville, mais en réalité, ce n'était que de la pizza basique. Quoi qu'il en soit, c'était à l'époque où tout le monde restait chez soi et commandait des livraisons, donc je faisais des heures supplémentaires et restais occupé jusqu'à la fermeture chaque nuit à 1h du matin. Ce soir-là n'était qu'une journée comme les autres, avec des courses dans toute la ville. Aux alentours de minuit, nous avons reçu une commande pour 4 grandes pizzas à livrer dans une maison située à la sortie de la ville, à environ 30 minutes de route. J'ai accepté la commande, sachant que ce serait la dernière de la soirée et que c'était une grosse commande, donc le paiement compenserait probablement le long trajet. À 12h15, je suis parti pour livrer la pizza. Le trajet n'avait rien de spécial. Toutes les routes étaient désertes et personne n'était dehors à cause des confinements obligatoires. Mais en arrivant à l'adresse, j'ai été immédiatement confus. Il y avait une allée avec un grand portail ouvert qui semblait appartenir à un manoir. Mais au bout de l'allée, il n'y avait rien. C'était juste une impasse avec une forêt tout autour. Sauf qu'un peu plus loin dans les arbres, il y avait une lumière qui brillait. Je me suis garé au milieu de l'allée et suis sorti de la voiture. En me tenant dehors, je pouvais voir plus clairement qu'il s'agissait d'un feu de camp ou d'un grand feu de joie, et j'entendais un groupe de personnes discuter. Au bout d'un moment, une silhouette s'est avancée devant la lumière du feu et m'a fait signe de la main, comme pour m'inviter à leur apporter les pizzas. Inutile de dire que cela n'avait rien de normal, mais les voir me faire signe et entendre les conversations m'a suffi pour croire que c'était juste un groupe d'étudiants en train de traîner. Après tout, ils avaient commandé 4 grandes pizzas, donc tout semblait logique dans ma tête. J'ai pris les pizzas sur la banquette arrière et laissé les phares allumés, puis j'ai commencé à marcher en direction des arbres. En m'approchant du feu, quelques autres personnes sont apparues dans la lumière, me regardant tous avancer vers eux. Lorsque je suis arrivé près du feu, il y avait une demi-douzaine de personnes debout ou assises dans la zone. Curieusement, aucune d'elles ne semblait heureuse que la pizza soit enfin arrivée. Il n'y avait rien d'autre autour du feu. Pas de bouteilles de bière ou de boisson. Pas de musique, pas de jeu, juste un groupe de personnes autour du feu. Je me suis arrêté à la lisière de l'endroit, tenant maladroitement les pizzas en l'air, espérant que quelqu'un viendrait les prendre et payer. Une seconde plus tard, un homme s'est approché et a pris les cartons, les passant à quelqu'un d'autre. Mais cette atmosphère étrange commençait vraiment à me mettre mal à l'aise. Avant même que je puisse demander à être payé, j'ai entendu des bruits de pas approchant depuis la forêt. Plusieurs autres personnes se sont dirigées vers le feu, et il y en avait maintenant au moins une douzaine, tous me regardant en silence. Je n'avais jamais quitté un endroit sans être payé, mais cette situation me faisait littéralement trembler. J'ai rapidement fait demi-tour et commencé à marcher vers ma voiture. Je me suis retourné plusieurs fois, les voyant toujours debout autour du feu et n'entendant aucun d'entre eux parler. Alors que je sortais de la lisière des arbres, mon cœur a failli s'arrêter. 2 silhouettes ont soudainement jailli de derrière ma voiture et se sont enfuies en courant dans la forêt, disparaissant au-delà des phares. Je n'ai même pas vérifié si quelque chose avait été volé dans ma voiture. Je suis juste monté dedans et ai fait marche arrière, filant le plus vite possible pour m'éloigner de cet endroit. Une fois de retour à la pizzeria, j'ai raconté la situation étrange à mon responsable. Heureusement, il a compris et a même essayé d'appeler le numéro utilisé pour passer la commande, mais personne n'a répondu. Après avoir discuté un moment, j'ai fini par appeler la police pour qu'ils aillent en vérifier le comportement suspect du groupe. Cela faisait moins d'1 heure que j'étais là-bas, mais quand la police est arrivée, le seul signe de leur présence était le feu de camp, toujours allumé mais laissé sans surveillance. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là est un mystère, et à en juger par la situation, cela restera probablement ainsi. J'ai travaillé dans un magasin de détail dans la vingtaine en tant que chef de nuit. Ce n'était pas l'un de ces grands supermarchés de chaîne nationale, mais un commerce local avec seulement 8 ou 9 succursales. La plupart des nuits, j'avais un réassortisseur de nuit pour m'aider, mais il n'était pas rare que je passe tout le quart seul. Encore une fois, ce n'était pas un très grand magasin, donc ce n'était pas un environnement de travail très intense. Souvent, je travaillais lentement juste pour ne pas épuiser toutes mes tâches. C'était une de ces nuits où j'étais seul et je travaillais à un rythme tranquille. Au début de mon quart,
J'ai chargé des cartons et je suis allé dans les allées pour commencer à remplir les rayons. Cela ne demande pas beaucoup d'effort mental, donc mon esprit vagabondait, pensant à des choses au hasard sans vraiment prêter attention. J'ai parcouru environ 3 allées avant qu'un coup frappé à l'entrée principale ne me fasse sursauter. Je n'avais presque pas réalisé ce que c'était parce que j'étais tellement dans la lune, mais une fois que j'ai compris, j'ai été vraiment confus. J'ai entendu quelqu'un frapper à nouveau, assez fort pour résonner dans tout le magasin. J'ai marché jusqu'au bout de l'allée et regardé à travers les grandes vitrines à l'avant, voyant un homme avec une capuche se tenir devant les portes. Je suis allé de l'autre côté. « Nous sommes fermés, nous n'ouvrons qu'à 8 heures du matin », ai-je dit à travers la vitre. L'homme m'a regardé mais n'a rien dit. J'ai pointé du doigt le panneau sur la porte. « Nous sommes fermés. Désolé. » ai-je répété. L'homme a continué de me regarder pendant quelques secondes, puis s'est retourné et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir, mais il ne semblait pas avoir garé une voiture quelque part. Toute la situation était étrange, pour dire le moins, mais je me suis dit qu'il s'était juste trompé d'endroit ou quelque chose comme ça. Je suis retourné à ce que je faisais, réapprovisionnant les étagères, et j'ai fini par oublier l'homme. À 2 heures du matin, j'avais parcouru la moitié des allées, et j'étais prêt à prendre ma pause déjeuner. J'ai laissé les cartons là où ils étaient, et suis allé dans la salle de pause, à l'autre bout du bâtiment. J'y suis resté probablement une bonne demi-heure avant de jeter le reste de mon repas et de retourner au travail. Je traversais le magasin pour retourner à l'allée où je travaillais quand, en levant les yeux, j'ai vu un homme marcher de l'autre côté de l'allée. Il semblait simplement traverser le magasin sans m'avoir remarqué. Je suis resté figé sur place, ressentant une montée instantanée de peur. Écoutant attentivement, j'ai pu entendre les pas de l'homme se diriger vers le côté du bâtiment d'où je venais, alors je me suis caché dans l'allée derrière les étagères. Les pas semblaient se diriger vers la salle de pause, mais juste avant que je ne sorte de l'allée pour essayer de m'enfuir et chercher de l'aide, j'ai entendu l'homme sortir précipitamment de la pièce. Ses pas résonnaient désormais à travers le magasin, se rapprochant de plus en plus. J'ai couru vers l'autre bout de l'allée, me retournant pour voir l'homme tourner dans l'allée et commencer à courir vers moi. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, sortant mes clés et essayant de la déverrouiller avec des mains tremblantes. L'homme est apparu au bout de l'allée juste au moment où j'ai réussi à ouvrir la porte. Et alors que je sortais du bâtiment, j'ai vu un éclair lumineux dans le coin de l'œil et entendu un bruit sec qui a fait bourdonner mes oreilles. Un coup de feu, si fort que je ne savais même pas où il avait atterri. J'ai couru à toute vitesse autour du bâtiment pour sauver ma vie. J'ai atteint ma voiture et me suis caché sur la banquette arrière, appelant le 911. D'après ce que je sais, l'homme ne m'a pas suivi à l'extérieur. Il avait disparu au moment où la police est arrivée au magasin, mais ils ont trouvé la porte arrière défoncée avec des outils lourds posés à côté. Ce qu'ils ont découvert de plus terrifiant était le trou laissé par le coup de feu, juste à côté des portes d'entrée. Pourquoi cet homme a-t-il fait irruption et a-t-il été si agressif en me ciblant de cette manière? Cela reste inconnu. Selon son comportement, la police pense qu'il s'agissait d'une sorte de crise mentale ou de rupture psychotique, sans raison réelle de me cibler spécifiquement, à part le fait que j'étais seul. Je ne travaille plus là-bas, mais je peux vous dire que pendant des années après cet incident, j'étais sur le qui-vive chaque nuit. Je travaille à domicile pour une entreprise de cybersécurité, ce qui n'est pas aussi intéressant que cela pourrait paraître. Je dois être en ligne toute la nuit, de 22h à 6h, à parcourir des fichiers remplis de codes pour voir si quelque chose représente une menace potentielle. C'est extrêmement ennuyeux, et avec le quart de nuit, il est difficile de rester éveillé chaque nuit. Il y a quelques semaines, une nuit, j'étais encore debout à 2h du matin, travaillant et sentant la fatigue me gagner. J'ai lutté contre le sommeil pendant un moment, vérifiant mon téléphone encore et encore, espérant que le temps avait miraculeusement avancé. À 2h40, j'ai décidé de faire une pause et de commander à manger pour me donner un peu d'énergie pour les 3 heures restantes de mon quart. J'ai ouvert Uber Eats et mon seul vrai choix était Taco Bell, alors j'ai passé commande et je me suis levé pour aller chercher quelque chose à boire. En traversant la maison avec seulement la lumière du couloir allumée, je me suis un peu réveillé et j'ai réalisé qu'il pleuvait dehors.
J'ai regardé par la fenêtre avant, et j'ai été surpris de voir à quel point la pluie tombait fort, étant donné que j'y étais complètement indifférent pendant que je travaillais. Ma première pensée a été que je venais de commander une livraison, et je me suis senti mal d'obliger quelqu'un à courir sous la pluie pour mon propre confort. J'ai vérifié mon téléphone et vu que la commande avait déjà été acceptée, alors je me suis assis sur le canapé pour attendre l'arrivée du livreur. Environ 10 minutes plus tard, j'ai été notifié que la commande avait été récupérée, alors j'ai suivi la voiture sur la carte d'Uber Eats pendant qu'elle traversait la ville et finissait par arriver dans mon quartier. Une fois qu'elle était à 1 minute de chez moi, j'ai posé mon téléphone et ouvert la porte d'entrée pour que nous puissions faire l'échange aussi rapidement que possible. Je suis resté à la porte ouverte, regardant au bout de la rue, là où la voiture devait arriver, mais 5 minutes se sont écoulées sans voir de voiture. J'ai repris mon téléphone pour vérifier, et sur la carte, la voiture était toujours dans mon quartier. En zoomant, j'ai réalisé qu'elle se trouvait juste au coin de la rue, avant de tourner dans ma rue. J'ai regardé dehors à nouveau, mais je n'ai vu aucune lumière provenant de leur voiture. Ma réaction logique a été de penser qu'ils s'étaient probablement trompés de maison ou qu'ils n'arrivaient pas à voir les numéros à cause de la pluie, alors j'ai essayé de les appeler. Après quelques sonneries, ils ont rejeté l'appel. J'ai essayé à nouveau, mais sans succès. Ne sachant pas exactement ce qui se passait, je suis resté à la porte et j'ai attendu. Je dirais que 5 autres minutes sont passées avant que je ne tente de les contacter à nouveau. J'ai appelé, et cette fois, ça a sonné un moment avant qu'ils ne répondent. J'ai demandé où ils étaient et s'ils avaient besoin d'aide pour trouver ma maison, mais en écoutant leurs réponses, tout ce que j'ai entendu de leur côté, c'était le crépitement de la pluie battante. Après quelques secondes de plus, j'ai raccroché, me sentant vraiment mal à l'aise à propos de cet appel. J'ai vérifié la carte une fois de plus. Au début, elle ne s'était pas actualisée, mais quand elle l'a fait, elle montrait que la voiture était juste devant chez moi. J'ai regardé par les fenêtres et je n'ai rien vu, mais savoir qu'ils étaient en train de marcher sous la pluie me donnait un très mauvais pressentiment. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Je jure que je n'avais fait que quelques pas dans le couloir quand un coup violent a secoué la porte d'entrée. J'ai regardé prudemment par le Judas. Un homme en sweat à capuche gris arpentait le porche, tournant la tête de tous côtés, comme s'il vérifiait qu'il n'y avait aucun témoin, attendant nerveusement que je réponde. « Livraison Uber Eats », a-t-il crié, mais je n'ai vu nulle part un sac avec ma commande. Je suis resté sur place, sans répondre, ni faire le moindre bruit. L'homme devenait de plus en plus nerveux dans ses mouvements et a crié encore plusieurs fois. Puis, soudainement, il s'est pressé contre la porte, bloquant ma vue, tandis que j'entendais quelques grattements sourds sur le bois. Il a ensuite rapidement couru sur le côté de ma maison et a disparu sous la pluie. J'ai appelé la police, mais sa voiture était déjà partie, et d'après ce qu'on m'a dit, il utilisait un compte frauduleux. Quelques jours se sont écoulés sans autre incident à signaler, jusqu'à ce que je remarque une petite éraflure sur ma porte d'entrée. C'était un X, mais il ne semblait pas avoir été fait pour que je le voie. Il était plus caché, comme un indicateur personnel pour quelque chose. Cela pourrait très bien avoir été une simple tentative pour me faire peur, mais j'ai quand même peint par-dessus pour masquer ce que cette marque était censée signifier. Cette nuit me laisse toujours avec un sentiment d'inquiétude, surtout sachant qu'il avait un objet tranchant dans la main pendant qu'il attendait que j'ouvre la porte. Une partie de moi est convaincue que ce ne sera pas ma dernière rencontre avec lui. Au milieu de la vingtaine, je travaillais dans un magasin de détail en tant que responsable de nuit. Ce n'était pas un grand magasin, et la seule raison pour laquelle j'étais techniquement un responsable était que j'étais le seul employé de nuit. J'étais donc chargé de vérifier le stock, de remplir les rayons et parfois de réceptionner les livraisons. J'étais très satisfait de ce travail, et je ne m'en étais jamais lassé, et jusqu'à cette nuit, rien de vraiment particulier ne s'était produit. C'était une nuit en semaine, et une tempête venait de commencer alors que mon quart débutait. Au cours de la première heure, la pluie s'était intensifiée, et le vent frappait le bâtiment bien plus fort qu'avant, causant beaucoup de bruit. Je remplissais les rayons pendant les 2 premières heures, essayant de m'occuper des tâches les plus longues en premier. Alors que j'étais dans une allée, j'ai entendu un bruit sourd résonner à travers le bâtiment. Cela semblait venir du fond du magasin,
dans la section entrepôt, là où se trouvait notre quai de livraison. Je me suis dirigé vers l'arrière et j'ai vu la porte métallique solide que les chauffeurs utilisaient pour entrer lors des livraisons. Plus je réfléchissais, plus je me convainquais que ce bruit ressemblait à un coup sur cette porte, comme si un chauffeur essayait de faire une livraison. Mais aucune livraison n'était prévue pour cette nuit. J'ai ouvert la porte et un vent froid et une pluie glaciale m'ont frappé le visage. J'ai brièvement sorti la tête pour regarder le quai de livraison, mais je n'ai vu aucun camion, alors j'ai refermé la porte et me suis séché en retournant à l'intérieur. J'ai supposé que le bruit provenait simplement du bâtiment qui avait bougé un peu à cause du vent, ou peut-être d'un tonnerre étrange que je n'avais pas remarqué auparavant. J'ai continué à travailler pendant encore 1 heure avant de prendre ma pause déjeuner dans le bureau à l'arrière, y passant peut-être 15 minutes avant de retourner au travail. Alors que je traversais le magasin, j'ai eu une sensation étrange, comme si tout était devenu silencieux, à part le bruit de la pluie qui martelait le toit. Cela m'a donné des frissons. En atteignant la fin de l'allée, j'ai vu quelque chose qui a failli me faire arrêter de respirer. Juste à côté de mon chariot, à mi-chemin dans l'allée, se trouvait une ligne d'empreintes de chaussures mouillées. Je me suis approché sans réfléchir et j'ai essayé de comprendre comment c'était possible. J'ai suivi les traces jusqu'à l'avant du magasin, mais il y avait tellement d'empreintes mouillées partout qu'il était impossible de les suivre, ce qui était franchement terrifiant en réalisant qu'elles avaient parcouru tout le magasin. Je suis retourné en courant au bureau et me suis enfermé à l'intérieur, appelant la police et attendant. Assis là, j'avais de plus en plus peur car je ne pouvais pas voir à l'extérieur de la porte du bureau, et la pluie battante sur le bâtiment était trop forte pour que je puisse entendre autre chose. Après 10 minutes, l'opérateur qui m'avait laissé en attente est revenu au téléphone et m'a dit que la police était juste devant le bâtiment. Je me suis levé rapidement et j'ai ouvert la porte et juste devant, sur le sol, se trouvait une autre série d'empreintes mouillées, côte à côte avec les miennes, menant directement à la porte du bureau dans lequel j'étais. J'ai couru vers l'avant du magasin et me suis précipité pour laisser entrer les policiers. Lors de leur fouille, ils n'ont trouvé personne dans le magasin. Les bandes de sécurité ont été examinées peu de temps après, et elles montraient un homme en veste sombre entrer dans le bâtiment par une porte latérale qui avait été laissée déverrouillée. Il m'avait clairement repéré dès le début et était resté caché jusqu'à ce que je parte en pause. Puis il a erré sans but précis dans le magasin. Il n'a rien volé ni cassé, il a simplement parcouru les allées et regardé les étagères. Mais la partie la plus effrayante et la plus dérangeante, c'est quand je suis entré dans le bureau et ai attendu l'arrivée de la police. L'homme est venu jusqu'à la porte du bureau et est resté là, debout pendant plusieurs minutes, fixant la poignée de la porte comme s'il se préparait à ce que je sorte. Heureusement, il a décidé de partir quelques minutes plus tard et a quitté le magasin. Aucune autre image de lui n'a été vue par la suite. L'homme n'est jamais revenu et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a jamais été retrouvé. Ce qu'il faisait cette nuit-là reste incertain, et cela restera probablement une inquiétante incertitude pour le reste de ma vie. Cela s'est passé l'automne dernier, vers la fin de la saison, proche de l'hiver, et là où je vis, il fait assez froid et il neige parfois dès le mois d'octobre. Je fais des livraisons de nourriture depuis 3 ans et je travaillais cette nuit-là. Il était environ 10 heures du soir et il neigeait légèrement dehors. C'était l'une des premières neiges, donc les gens devaient être nerveux à l'idée de sortir. J'étais l'une des rares voitures à circuler, mais beaucoup de commandes arrivaient. Presque dès que j'en terminais une autre apparaissait. Après avoir conduit partout jusqu'à presque 1 heure du matin, j'ai accepté une dernière commande. La neige commençait à s'intensifier et je commençais à me sentir un peu fatigué. Je suis passé par le McDonald's où ils avaient commandé et j'ai récupéré la nourriture, puis j'ai entré l'adresse de la maison. Elle était proche, à environ 10 minutes, mais je n'avais pas pris en compte la direction avant d'accepter la commande. C'était dans la direction opposée de là où je vivais, et j'étais déjà à environ 25 minutes de chez moi. Donc ça allait être un long trajet pour rentrer ensuite. Agacé contre moi-même, j'ai quitté le parking et pris la route. Les camions de déneigement n'étaient toujours pas sortis, probablement parce qu'ils ne s'attendaient pas à autant de neige. Mais mon SUV était généralement bon dans la neige, donc je n'étais pas trop nerveux.
Pendant que je conduisais, j'ai remarqué que la route sur laquelle je me dirigeais quittait la zone principale de la ville. J'ai vérifié la carte à nouveau et elle indiquait que c'était par là, mais c'était une route vraiment inhabituelle. Je ne savais même pas qu'il y avait des maisons par là, car la seule raison pour laquelle les gens prennent cette route, c'est pour accéder à l'autoroute qui mène hors de l'État. J'ai continué pendant quelques minutes en ne voyant que des lampadaires et des arbres, jusqu'à ce que j'arrive au virage. C'était une petite rue qui partait de la route principale. J'ai ralenti, étant plus prudent puisque cette rue était plus étroite et bordée d'arbres tout le long, donc déraper serait vraiment une très mauvaise nuit. En avançant, j'ai vu quelques longues allées menant à des lumières faibles dans les arbres au loin, avant d'atteindre l'allée où je devais tourner. Elle ressemblait à toutes les autres. J'ai lentement conduit dans l'allée jusqu'à arriver à la maison. C'était une maison de taille moyenne, ancienne, complètement recouverte de neige. Rien ne semblait vraiment notable à son sujet. La seule chose intéressante était qu'elle était ici, au milieu de la forêt. Je me suis garé devant et j'ai pris le sac, puis j'ai commencé à marcher vers la porte. La neige était plus épaisse que je ne l'aurais voulu, trempant mes chaussures et même le bas de mon pantalon. Lorsque je suis arrivé sur le porche, j'ai frappé à la porte et commencé à poser le sac, mais presque immédiatement, la porte s'est ouverte brusquement. J'ai levé les yeux et vu un grand homme en manteau d'hiver, le visage pâle comme s'il venait de sortir du froid. « Salut, j'ai ta commande ici », ai-je dit en levant le sac. Après un moment, l'homme a reculé et a ouvert la porte plus largement. « Tu peux la poser là-bas », dit-il en levant le bras et en pointant ce que je supposais être la cuisine. La manière dont il l'a dit me donnait l'impression que je devais le faire, mais je savais que c'était une horrible idée de rentrer. J'ai regardé les mains de l'homme, voyant qu'il ne tenait rien, donc cela n'avait vraiment aucun sens de faire autre chose que de lui remettre le sac. « Je suis désolé, mais je dois vraiment y aller », ai-je dit nerveusement en levant à nouveau le sac. Le visage de l'homme s'est soudainement assombri, puis il a brusquement claqué la porte. Encore un peu choqué par ce qui venait de se passer, j'ai posé le sac sur le porche et j'ai rapidement commencé à retourner vers ma voiture. Mais juste au moment où j'ai dépassé la cour avant, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné, réalisant que cela venait de quelque part de l'autre côté de la maison. Cela aurait pu être une porte arrière ou quelque chose, mais c'était trop étouffé pour être entendu clairement. De plus en plus effrayé, j'ai accéléré le pas et suis monté dans ma voiture. J'ai allumé le moteur et, juste au moment où j'ai levé les yeux, j'ai vu l'homme contourner le côté de sa maison et se diriger rapidement vers ma voiture. Il tenait quelque chose dans ses mains, cela ressemblait presque à une corde, mais il y avait autre chose que je n'ai pas réussi à distinguer. J'ai soudainement ressenti mon cœur s'accélérer et l'adrénaline envahir mon corps. J'ai commencé à reculer, essayant de faire vite tout en ne restant pas coincé dans la neige. L'homme s'est rapproché, probablement à seulement quelques mètres, avant que ma voiture ne commence à trouver de l'adhérence sur la route et à prendre de la vitesse. J'ai reculé sur toute l'allée, voyant l'homme s'arrêter et me regarder, disparaissant lentement dans l'obscurité alors que je retournais sur la rue. Je ne sais pas ce qu'il faisait, honnêtement. Toute cette histoire était terrifiante et assez confuse pour que je n'ai même pas envie d'y penser. Je fais encore des livraisons, mais je suis bien plus prudent. La plupart du temps, je ne frappe même plus aux portes. Je dépose simplement la nourriture sur le porche et je pars. Si j'étais resté plus longtemps cette nuit-là, ou si j'étais entré dans la maison, qui sait ce qui aurait pu m'arriver. Je travaille dans un restaurant avec service au volant ouvert 24 heures sur 24, et cela s'est passé il y a seulement quelques semaines. Je suis chef d'équipe, mais la plupart du temps, je fais les mêmes tâches que tout le monde, c'est-à-dire cuisiner et prendre les commandes pendant les heures de nuit. Nous avons toujours au moins 2 personnes, dont un responsable et en général, un cuisinier. Cette nuit-là, le cuisinier avait appelé pour dire qu'il était malade, et quand j'ai contacté les autres pour voir s'ils pouvaient couvrir son service, aucun n'a pu le faire. Ainsi, à minuit, j'étais le seul employé sur place. En général, le restaurant n'est pas très occupé la nuit, et d'autres employés arrivent à 4 heures du matin, donc ce n'était pas un service entier seul, mais cela signifiait que pendant 4 heures, je devais tout faire moi-même. J'ai gardé mon casque sur les oreilles,
au cas où quelqu'un viendrait au service au volant, puis j'ai commencé à m'occuper des tâches que j'avais pour la nuit. J'ai commencé par gratter et nettoyer les plaques de cuisson, mais quelques minutes après, j'ai été interrompu par un bruit de coups frappés venant de l'avant du restaurant. Je suis descendu et j'ai regardé par-dessus le comptoir, voyant un homme debout devant la porte d'entrée, frappant dessus, puis il a pressé son visage contre la vitre et regardé à l'intérieur, balayant la salle du regard avant que ses yeux ne se fixent sur moi. Je me suis approché de la porte pendant qu'il me fixait, et quand je me suis approché, il a reculé et a attendu, comme s'il pensait que j'allais ouvrir. J'ai crié à travers la vitre que notre salle à manger était fermée et qu'il devait utiliser le service au volant s'il voulait commander quelque chose. Il avait l'air confus, alors j'ai crié de nouveau que les portes étaient verrouillées et qu'il devait utiliser le service au volant. Il n'a montré aucune réaction cette fois, ne me donnant aucun indice s'il m'avait compris ou non. Alors je me suis simplement retourné et suis revenu à la cuisine. Je pensais qu'il finirait par comprendre que les portes ne s'ouvriraient pas. J'ai continué à nettoyer les plaques de cuisson, passant au moins 15 à 20 minutes dessus. Pendant ce temps, je suis allé vérifier une fois l'avant pour voir si l'homme était parti, et de ce que je pouvais voir, il avait disparu. Le parking était complètement vide, et l'homme n'était plus à la porte. Mais c'était quelques minutes après avoir fini avec les plaques de cuisson que j'ai reçu une alerte sur mon casque, indiquant que quelqu'un était au service au volant. J'ai activé mon micro et demandé leur commande en marchant vers la fenêtre, mais personne n'a répondu. Quand je suis arrivé à la fenêtre, j'ai immédiatement vu sur la caméra qu'il n'y avait pas de voiture dehors. J'ai regardé autour de l'écran et n'ai vu aucun mouvement non plus, alors j'ai ignoré et ai commencé à repartir. Mais alors que j'atteignais l'arrière de la pièce, je me suis arrêté quand j'ai cru entendre quelque chose. Je suis resté immobile et j'ai écouté attentivement, entendant des bruits de pas lents marcher au-dessus de moi, sur le toit du bâtiment. C'étaient des pas prudents, ne faisant presque aucun bruit, à part le grincement du toit, mais je n'avais aucun doute qu'il y avait quelqu'un là-haut. J'ai suivi le son de leurs pas du regard, traçant leur chemin le long du plafond jusqu'à l'échelle menant à la trappe de maintenance. C'est là que j'ai réalisé ce qu'ils faisaient. J'ai couru vers l'échelle et ai commencé à chercher un moyen de verrouiller la trappe pour l'empêcher de s'ouvrir, mais je ne l'avais jamais utilisée, donc je n'avais aucune idée de son fonctionnement, ni même si elle pouvait être verrouillée. Puis il y a eu un grand grincement du plafond juste au-dessus de moi, suivi de quelques bruits sourds venant de l'extérieur de la trappe. Un moment est passé, puis la trappe a légèrement grincé en s'ouvrant, et à travers le petit espace, tout ce que j'ai vu, c'était une paire d'yeux qui me fixaient. J'ai sprinté vers l'avant du bâtiment, entendant des bruits forts venant de l'endroit où se trouvait la trappe. J'ai rapidement déverrouillé la porte et couru vers ma voiture. J'ai appelé la police en m'asseyant à l'intérieur et en scrutant frénétiquement les fenêtres du restaurant pendant que j'étais au téléphone. J'ai vu une ombre se déplacer près du comptoir avant, puis un homme est apparu, debout au fond du restaurant, mais il regardait dans ma direction. Après un moment, il s'est retourné et a disparu derrière la cuisine, me laissant paniquer jusqu'à l'arrivée de la police. Ils ont fouillé l'intérieur et l'extérieur, montant même sur le toit, mais l'homme s'était déjà enfui. Rien n'avait été volé dans le restaurant. Aucun équipement ni argent n'avait disparu, rien. Il s'était simplement introduit, puis était reparti. J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais il est difficile de ne pas en arriver à la conclusion qu'il était là pour moi. Comme je l'ai dit, cela s'est passé assez récemment, donc il n'y a pas encore beaucoup de mises à jour sur cette affaire. Même avec son visage capturé par les caméras, son identité n'a toujours pas été confirmée. Le propriétaire du bâtiment a ajouté un cadenas à l'intérieur de la trappe, ce qui aurait dû être fait bien avant, mais je suppose que c'était juste une gêne pour lui. Je m'inquiète toujours des intentions de cet homme et me demande s'il pourrait m'observer à nouveau, attendant que je sois de nouveau seul, prêt à tenter ce qu'il avait prévu de faire la première fois. Je passe beaucoup de mes soirées libres à faire des livraisons pour DoorDash. C'est ma manière de gagner un peu d'argent en plus, sans avoir à m'engager dans un deuxième emploi plus strict. J'ai commencé à conduire vers 9h ce soir-là, et j'ai pris quelques commandes jusqu'à 11h, moment où cela s'est un peu ralenti. Pendant ce temps, je conduisais autour du centre commercial où se trouvent la plupart des fast-foods que les gens commandent souvent, et finalement une autre commande est arrivée.
C'était une commande normale à livrer à environ 4 km. Après avoir récupéré la nourriture, j'ai lancé les directions vers l'adresse et il est apparu presque immédiatement que ce n'était pas une maison. J'ai zoomé sur la carte qui ne montrait que des rues et des bâtiments et l'adresse indiquée était le long d'une rue où il n'y avait aucun bâtiment. Cela ressemblait à un terrain vide, mais la carte d'Ordache n'est jamais très précise. Alors j'ai juste commencé à conduire et décidé d'aller vérifier et peut-être appeler le client s'il y avait un problème. J'ai pris la route, cela a pris un peu moins de 20 minutes jusqu'à ce que j'atteigne la rue. Cette rue était très déserte, pas de maison ni de carrefour, et aucune voiture ne circulait. Lorsque je suis arrivé à la fin, elle devenait un chemin de gravier, et sur le côté, il y avait un petit panneau en bois trop usé pour être lisible. Je me suis engagé sur le gravier et j'ai allumé mes pleins phares, et tout de suite, j'ai pu voir quelque chose au loin sur la route. Je me suis approché, et au moment où je m'approchais, mon téléphone a sonné pour me dire que j'étais arrivé. Dans mes phares, il y avait une petite maison mobile ou une sorte de camping-car, et sur la porte, des chiffres étaient mal peints. J'ai regardé mon téléphone. 2760, c'était l'adresse. Je suis sorti, tenant la nourriture dans ma main, et en m'approchant de la caravane, j'ai ressenti un malaise en la regardant. Elle était envahie par la végétation et vieille, ce qui était étrange pour une maison mobile censée être en mouvement. J'ai frappé à la porte et attendu. C'était une rare commande en espèces, ce qui faisait plus de sens en voyant l'endroit, mais cela ne me mettait pas à l'aise de devoir rester là. En regardant autour de moi, une sensation étrange m'envahissait. Cet endroit était entouré de bois, sans aucune lumière au-delà de la caravane. C'était l'obscurité totale. J'ai entendu un bruit à l'intérieur, et je me suis préparé à ce qu'ils ouvrent la porte. Mais une voix à ma droite m'a surpris. J'ai regardé et vu un homme souriant, debout près du coin de la caravane. Il m'a demandé si j'avais sa commande, et j'ai hoché la tête en m'excusant et en lui remettant. Je lui ai dit le montant total. L'homme a fouillé dans sa poche et sorti un billet de 5 $, puis a souri à nouveau en disant qu'il devait juste aller chercher le reste. Il s'est retourné et a contourné la caravane pendant que je restais là. Toute cette interaction, en la racontant, ne semble pas si étrange, mais je peux vous dire qu'il y avait quelque chose de très dérangeant chez cet homme. C'était juste quelque chose dans sa manière d'agir et de parler qui me donnait des frissons. J'ai attendu 1 minute environ avant de devenir plus nerveux et de jeter un coup d'œil derrière le coin pour voir où il était allé. Au loin, j'ai vu une silhouette debout près de ce qui semblait être le contour sombre d'un cabanon. Il ne marchait pas, il restait juste là. Alors que la peur grandissait en moi, ma tête s'est brusquement retournée en entendant la porte de la caravane s'ouvrir. Un autre homme est apparu, et juste au moment où j'allais le saluer, il a claqué la porte. Mon rythme cardiaque s'intensifiait. J'ai regardé à nouveau l'homme près du cabanon. Il revenait vers la caravane mais tenait quelque chose dans ses mains. À ce moment-là, je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était, mais c'était soit une longue batte, soit un fusil. Je me suis précipité vers ma voiture, y suis monté et l'ai démarré avec des mains tremblantes, enclenchant la marche arrière. L'homme est sorti du côté de la maison mobile et se tenait calmement dans l'obscurité alors que je partais. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je n'avais certainement pas envie de le découvrir. Je suis rentré directement chez moi ensuite et j'ai débattu de l'idée d'appeler la police, mais je me suis dit que je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Au final, j'ai pris la regrettable décision de ne pas prévenir la police. Ce qui s'est passé cette nuit-là restera une étrange rencontre sans réponse. Je conduisais dans ma ville pour faire des livraisons avec Postmates il y a longtemps, quand cela venait à peine de commencer. Toutes les commandes étaient principalement à l'intérieur des blocs principaux de la ville, mais j'avais reçu une commande à l'extérieur des routes principales. J'ai récupéré la nourriture et je suis parti. Mais plus je m'éloignais de la ville, plus les routes devenaient moins fréquentées, tant par des voitures que par des maisons. Tout était remplacé par la forêt. J'étais déjà passé par là en sortant de la ville, mais je ne savais même pas qu'il y avait des maisons ici. J'ai conduit jusqu'à ce que le GPS me dise de tourner sur un chemin de gravier presque invisible. Il n'y avait aucune lumière à part celle, faible, venant de ma vieille voiture. Ce chemin étroit dans les bois était beaucoup plus long que je ne l'avais imaginé,
prenant une minute entière pour atteindre la maison. Pour être honnête, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, vu son emplacement isolé dans la forêt. La maison était vieillissante et presque entièrement en bois, avec des vignes grimpant sur les murs extérieurs. Il y avait quelques lumières allumées à l'intérieur, visibles à travers les fenêtres, mais s'il n'y en avait pas eu, j'aurais probablement réfléchi à 2 fois avant de m'approcher. J'ai vérifié que tout était en ordre, puis je suis allé à la porte d'entrée. J'ai appuyé sur la sonnette, qui ne fonctionnait pas vraiment, alors j'ai aussi dû frapper. Dès que ma main a frappé la porte, elle s'est ouverte en grinçant. Prudemment, je l'ai poussée un peu plus et j'ai appelé « J'ai une commande ici de Postmates ». Un moment plus tard, j'ai appelé à nouveau « Y a-t-il quelqu'un » Il n'y avait aucun bruit venant de l'intérieur, mais toutes les lumières que je pouvais voir étaient allumées, et à travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais voir une télévision dans le salon. Elle était allumée, mais sans le son. Je ne sais pas vraiment comment expliquer mes pensées, mais l'ambiance était juste étrange, et je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis retourné à ma voiture, je suis monté, et j'ai immédiatement commencé à faire demi-tour. Dès que j'ai tourné le volant, j'ai senti un problème. La direction était raide, et ma voiture avait du mal à se déplacer sur le gravier, se secouant et tremblant. Je suis sorti et mon visage s'est figé de froid en voyant que mon pneu avant était à plat. J'ai alors jeté un coup d'œil aux autres pneus, et tous étaient à crever. Pas juste un peu dégonflé, mais complètement aplati. Mon estomac s'est immédiatement noué, sachant que c'était un acte intentionnel. À ce moment-là, mon esprit était partout. Ce qui m'a terrifié, c'était que je ne savais pas si quelqu'un avait mis quelque chose sur le chemin ou si quelqu'un avait fait ça pendant que j'étais à la maison, derrière mon dos. Quoi qu'il en soit, la seule chose que je savais, c'est que quelqu'un était là avec moi, loin dans les bois, au milieu de nulle part. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes, essayant d'appeler le 911, mais je n'avais pas de connexion. Alors que je réfléchissais à mes quelques options, j'ai vu une lumière vaciller dans la maison et la porte d'entrée s'ouvrir plus largement, révélant un homme dans l'embrasure de la porte. Sans hésiter, il a commencé à marcher rapidement vers ma voiture. Cette fois, je n'ai pas réfléchi à 2 fois, j'ai enclenché la marche avant et forcé ma voiture à rouler sur le gravier. Dans le rétroviseur, j'ai vu l'homme s'arrêter et regarder ma voiture. Une fois sur la route principale, j'ai roulé plus prudemment, lentement, pour éviter d'endommager ma voiture, jusqu'à ce que j'aie suffisamment de signal pour appeler le 911. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout aussi terrifiant. Cette maison appartenait à une mère célibataire avec 2 enfants, et tous ont déclaré qu'ils étaient dans la maison, dormant dans leurs chambres à l'heure où j'ai prétendu que cela s'était passé. Ils n'ont jamais commandé de nourriture, n'ont vu aucun homme et n'ont même rien trouvé de manquant dans leur maison. Je ne sais pas s'ils étaient impliqués d'une manière ou d'une autre ou s'ils étaient tout aussi victimes que moi. Pourquoi l'homme a-t-il commandé de la nourriture à la maison et crevé mes pneus reste un mystère pour moi. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être qu'il prévoyait de faire quelque chose d'horrible à cette famille et qu'il avait l'intention de me piéger d'une manière ou d'une autre pour que je prenne le blâme. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais si c'est vrai, alors le fait que je sois parti pourrait avoir sauvé plus de vies que la mienne.